Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Notre affaire du jour est particulièrement triste, elle a immédiatement attiré mon attention car le dénouement est un peu frustrant, vous allez voir. Mais il y a toujours énormément de spéculations sur ce qui s'est réellement passé et j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour sur cette histoire. Vous allez pouvoir vous installer bien confortablement car on va commencer. Tanner Scott Ward est né le 7 septembre de l'année 1997 dans la petite ville américaine de Trenton, dans le Missouri. Tanner a deux sœurs et un frère, et les quatre enfants sont élevés par leurs parents Curtis Dale et Lisa Paul Mary Ward. La jeunesse de Tanner est vraiment très classique et tranquille. La ville où il grandit est très petite. À l'époque, il n'y avait que 5 ou 6 000 habitants, donc clairement, tout le monde s'y connaissait, et on ne peut pas vraiment dire qu'il s'y passait grand-chose. En apparence, Trenton avait l'air d'une grande ville avec ses beaux et grands bâtiments et son avenue commerciale, mais cela n'était qu'une façade. Dans son enfance, Tanner est un petit garçon très agité, mais néanmoins un très bon élève à l'école. C'est cependant lors de son entrée au lycée que les choses vont nettement se détériorer. Tanner a très souvent des ennuis et est surpris à plusieurs reprises en train de fumer ou de consommer des drogues dans les couloirs de son établissement, lui causant d'être renvoyé de son lycée plusieurs fois. Et à partir de là, les choses vont malheureusement continuer à dégringoler, car sa consommation de drogue ne va faire que s'intensifier avec le temps, et il va commencer à commettre des petits délits et des crimes. Il commet alors des vols, mais c'est en 2016 qu'il se retrouve au milieu de très gros ennuis, lors d'une dispute avec un dealer de drogue, où Tanner se retrouve à prendre en otage 3 personnes. Les 3 personnes s'en sont heureusement sorties indemnes, mais Tanner à ce moment-là est allé beaucoup trop loin, et ses proches sont terriblement inquiets pour lui et tentent de lui remettre les pieds sur terre. Il ne va pas falloir que sa famille insiste beaucoup, car Tanner va de lui-même réaliser qu'il est allé beaucoup trop loin, et que s'il continue dans cette voie, il va tout simplement ruiner son avenir au complet, et va finir derrière les barreaux pour le reste de ses jours. Le jeune homme de 18 ans décide donc de se reprendre en main et de travailler très fort pour se reconstruire et s'offrir une meilleure vie. Et l'une de ses motivations principales se trouve être une jeune femme du nom de Megan. Tanner et Megan sont tombés très rapidement amoureux, et en cette année 2016, le jeune couple s'était fiancé et Megan venait de donner naissance à leur petite fille, qu'ils ont nommée Sophia. À ce moment-là, les amoureux entraient à peine dans la vie active et n'avaient clairement pas les moyens de se payer un logement, encore moins avec un nourrisson sur les bras. La mère de Tanner, Lisa, a alors offert au couple de venir s'installer chez elle, le temps de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir prendre leur indépendance, offre que le couple a immédiatement acceptée. Tanner ne pouvait pas être plus heureux de tous ces changements positifs dans sa vie. Tout ceci lui donnait la motivation de se remettre sur le droit chemin et d'offrir à sa fille le meilleur avenir possible. Il cesse alors entièrement sa consommation de drogue, fait un énorme travail sur lui-même et se met à chercher un emploi. Tanner est une personne entièrement dévouée à ses proches et à sa famille, et il est prêt à absolument tout pour offrir aussi bien à sa femme qu'à sa fille la meilleure vie possible. La naissance de Sophia l'a entièrement changé et il est devenu un véritable papa poule. Lui qui quelques années auparavant était triste et avait des idées sombres, se retrouvait maintenant avec un sourire constant sur le visage et ne cessait de répéter à tout le monde à quel point il était heureux de la tournure qu'avaient pris les choses. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais malheureusement la date du 7 juin 2017 finit par arriver. Cette journée-là se déroule comme toutes les autres journées. Mais alors que Megan vient de coucher la petite Sophia, Tanner lui annonce qu'il est sur le point d'aller rendre visite à un ami du nom de Jeremiah. Jeremiah avait le même âge que Tanner et vivait lui aussi à Trenton. Tanner comptait donc se rendre chez lui à pied et faire l'aller-retour en quelques minutes seulement. Megan n'a jamais entendu parler de ce Jeremiah, mais Tanner est un garçon extrêmement sociable, elle n'est donc pas plus étonnée que cela de savoir qu'il a des amis qu'elle ne connaît pas. Le jeune père embrasse alors sa fille qui est à ce moment-là déjà endormie, dit au revoir à sa fiancée, et alors qu'il est sur le point de quitter les lieux, il croise le chemin de sa mère. Lisa lui dit qu'elle allait se mettre à cuisiner le souper du soir pour toute la famille, mais voyant que son fils est sur le point de partir, elle lui demande s'il souhaite qu'elle lui prépare une assiette qu'elle va lui laisser à l'intérieur du four et qu'il pourra se réchauffer lorsqu'il rentrera.
Ce que Tanner accepte volontiers, mais il la rassure en lui disant que sa visite chez son ami ne prendra pas plus que 30 minutes et qu'il devrait même être rentré à temps pour pouvoir partager le souper avec le reste de la famille. Sa mère lui a elle aussi demandé le nom de l'ami chez lequel il se rendait, et tout comme Megan, elle a été plutôt surprise d'entendre le nom de Jeremiah qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Mais elle n'a pas été pour autant inquiète et a laissé son fils se rendre chez son ami. Cependant, les heures passent et pas le moindre signe de Tanner. Lisa, sa mère, s'en inquiète de plus en plus et va en discuter avec sa fiancée Megan. Elle tente aussi bien que possible de se rassurer l'une l'autre, mais ce qui est très important de savoir, c'est que Tanner n'avait pas de téléphone portable. Il était donc impossible de le joindre, ce qui n'aidait clairement pas à la situation. La nuit passe et au petit matin, toujours pas la moindre trace de Tanner. Jusque-là, la famille avait tenté de rationaliser la situation aussi bien que possible. Ils se sont dit que peut-être que Tanner avait tout simplement passé un très bon moment chez son ami et avait décidé de rester un petit peu plus longtemps, ou encore qu'il avait un petit peu abusé de l'alcool et avait préféré dormir chez son ami et ne rentrer à la maison qu'au petit matin. Mais voyant les heures passer, il leur était impossible de conserver une attitude positive et ils s'inquiétaient de plus en plus. Sa sœur Kelsey est probablement la personne dont Tanner est le plus proche. Ils partagent absolument tout ensemble et Kelsey connaît son frère par cœur. Elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas et que de disparaître de la sorte sans prévenir personne ne lui ressemblait aucunement. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Tanner était un père incroyable pour sa fille. Il ne passait jamais très longtemps avec ses amis car il souhaitait justement être rentré le plus tôt possible pour pouvoir être à ses côtés lorsqu'elle se réveillerait ou encore si sa petite amie avait besoin de son aide durant la nuit. Kelsey ne supporte pas de rester à la maison à attendre tranquillement que son frère revienne et décide de prendre les choses en main et de se rendre elle-même dans les rues de Trenton à la recherche de Tanner. Elle se rend alors chez les amis de Tanner qu'elle connaissait déjà pour leur demander si l'un d'entre eux est au courant de ce qui a bien pu se passer ou de l'endroit où il se trouve. Mais elle ne va malheureusement pas avoir de chance de ce côté car absolument personne n'a la moindre idée de l'endroit où peut bien se trouver Tanner. Et la seule et unique piste qu'ils ont se trouve être ce fameux Jeremiah chez qui il était supposé se rendre mais que personne ne connaît. Mais finalement, à force de contacter absolument toutes les personnes de la ville, Kelsey commence à avoir un petit peu plus d'informations sur ce fameux Jeremiah et obtient notamment son adresse qu'elle va immédiatement communiquer à la police. La disparition de Tanner avait bien évidemment déjà été rapportée à la police, mais le jeune homme étant majeur, les policiers avaient tout simplement répondu qu'il fallait attendre un minimum de 48 heures avant de pouvoir se mettre officiellement à sa recherche. Et lorsque Kelsey les a contactés pour leur demander de bien vouloir se rendre à l'adresse de Jeremiah, tout simplement pour s'assurer que tout allait bien et que son frère s'y trouvait, elle s'est une fois de plus fait dire qu'il était trop tôt pour cela et qu'il faudrait encore attendre quelques heures avant de ne pouvoir réellement enquêter. Ce qui va totalement enrager la jeune femme, qui va décider de prendre elle-même les choses en main et de se rendre toute seule au domicile de Jeremiah. Lorsqu'elle arrive sur place, elle frappe à la porte, mais personne ne lui répond. Elle attrape alors la poignée et est surprise de voir que la porte d'entrée n'est pas verrouillée. Elle se retrouve alors sur le pas de la porte et découvre une maison entièrement saccagée. Les meubles sont totalement retournés et il y a des débris un peu partout sur le sol, comme si un cambriolage ou une altercation y avait eu lieu. Et au milieu de tout ce bazar, le regard de Kelsey est immédiatement attiré sur un objet tout en particulier, qui se trouve être une casquette. Une casquette de baseball qui est déposée sur le sol du salon et qui se trouve appartenir à Tanner. Kelsey ne pouvait pas se tromper car il s'agissait là de l'accessoire préféré de son frère. Il ne l'enlevait pratiquement jamais et le soir de sa disparition, lorsqu'il a quitté la maison pour se rendre chez Jeremiah, il l'a porté. Elle repère aussi de l'autre côté de la pièce principale une porte qui menait sur la cour arrière qui était elle aussi restée ouverte, mais absolument personne ne se trouvait à l'intérieur du domicile. Kelsey comprend immédiatement que quelque chose est arrivé à son frère et que la police doit agir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard pour lui venir en aide. Elle se rend donc jusqu'à la station de police avec en main la casquette de Tanner pour expliquer ce qu'elle a vu sur place. Mais elle ne va malheureusement pas recevoir l'accueil qu'elle espérait, car même si les policiers lancent enfin un avis de disparition, ils continuent d'insister sur le fait que Tanner est probablement parti de son plein gré et vont même jusqu'à dire que de nombreux hommes décident de disparaître de cette manière plutôt que d'avoir à quitter leurs femmes et leurs enfants, et que Tanner est probablement un autre exemple de ce genre de comportement. Mais Kelsey connaît son frère par cœur et sait pertinemment qu'il n'a jamais été aussi heureux que depuis le moment où Megan et Sophia sont entrées dans sa vie. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il ait agi de la sorte.
Mais ce que les policiers vont rajouter, et qui est pour le coup vrai, c'est qu'il va être très compliqué pour eux de retrouver Tanner, car le jeune homme n'a ni téléphone portable, ni carte de crédit, ni voiture, bref, tous les éléments qui sont le plus utilisés par la police pour retrouver la trace de quelqu'un, eh bien Tanner ne les possède pas. Car généralement, lors d'une affaire de disparition telle que celle-ci, les policiers suivent à l'aide de GPS la trace du téléphone portable de la personne qui a disparu ou encore de sa carte de crédit. Mais là, pour le coup, ils n'avaient absolument aucun moyen de faire ça. Voyant donc que la police ne peut pas faire grand-chose, les proches de Tanner décident de se mettre à enquêter de leur côté. Ils accrochent partout au travers de la ville des posters incluant une photo de Tanner, une description des habits qu'il portait lors de sa disparition, ainsi que l'endroit où il s'est rendu pour la toute dernière fois, dans l'espoir que quelqu'un finisse par se souvenir de quelque chose et puisse les aider à le retrouver. Mais les jours passent sans que la moindre information supplémentaire ne soit découverte et sans la moindre nouvelle de Tanner. Et pendant ce temps, ses proches, et surtout Kelsey, continuent d'enquêter sur ce fameux Jeremiah pour essayer de retrouver sa trace, mais il semblerait que le jeune homme ait lui aussi totalement disparu de la surface de la Terre. Et ce qui est plutôt étrange, c'est que les policiers ne semblent pas très intéressés à l'idée de retrouver Tanner, mais ne semblent pas non plus s'intéresser à la disparition de Jeremiah. On sait pourtant que l'appartement de Jeremiah est l'endroit où Tanner s'est rendu pour la toute dernière fois, mais malgré ça, les forces de l'ordre ont l'air de préférer ignorer les faits et rester sur leur idée que Tanner finira par revenir de lui-même lorsqu'il l'aura décidé. Et c'est finalement un petit peu plus d'une semaine après la disparition de Tanner que Kelsey finit par repérer Jeremiah après des jours à le chercher au travers de la ville. La photo du jeune homme avait été partagée avec les membres de la famille Ward et il n'y avait pas le moindre doute pour elle, il s'agissait bien de Jeremiah. Il était à ce moment-là assis à l'intérieur de son véhicule et Kelsey s'est immédiatement rendue jusqu'à lui pour lui demander de bien vouloir sortir de sa voiture pour discuter avec lui de la disparition de son frère. Et lorsque Jeremiah est sorti de son véhicule pour se retrouver face à face avec Kelsey, la jeune femme a vécu un véritable choc. Le t-shirt que portait à ce moment-là Jeremiah était celui que son frère portait le soir de sa disparition. Le soir où Tanner a disparu, il était habillé de jeans noirs, d'une paire de chaussures Vans, de sa fameuse casquette de baseball préférée et d'un t-shirt gris de la marque American Eagle. Et ce t-shirt, Tanner l'avait depuis déjà très longtemps et Kelsey l'avait vu le porter à de nombreuses reprises. Il n'y avait donc aucun doute pour elle, le t-shirt que portait à ce moment-là Jeremiah appartenait à son frère. Kelsey, qui était avant cela très calme et qui souhaitait tout simplement s'entretenir avec Jeremiah sur l'endroit où il se trouvait le soir de la disparition de Tanner, perd alors totalement son sang-froid, ce qui est tout à fait compréhensible. Elle ne s'attendait pas du tout à se retrouver face à un indice tel que celui-là, et se met alors à accuser Jeremiah d'avoir fait du mal à son frère. Elle réalise que le t-shirt est abîmé et a été brûlé à plusieurs endroits par ce qui ressemble à des marques de cigarettes. Et lorsqu'elle questionne Jeremiah par rapport à cela, le jeune homme se renferme totalement sur lui-même et refuse de lui répondre. Kelsey le menace alors d'aller discuter avec la police de tout cela s'il n'accepte pas de coopérer avec elle. Et à sa grande surprise, Jeremiah lui offre alors de lui-même de l'accompagner jusqu'à la station de police pour discuter aux officiers en personne. La jeune femme est extrêmement surprise de ce retournement de situation, mais jusque-là, les policiers semblent être restés sur leur idée que Tanner avait disparu de sa propre volonté et ne semblaient pas avoir la moindre intention d'aller questionner Jeremiah. Donc s'ils ne se rendaient pas d'eux-mêmes jusqu'à Jeremiah, elle était plus qu'heureuse de l'amener jusqu'à eux. Kelsey et Jeremiah se présentent donc tous les deux à la station de police et immédiatement Kelsey pointe le doigt en direction du t-shirt de Jeremiah, affirmant qu'il s'agit là de celui de son frère, ce que le jeune homme va immédiatement nier. Après un interrogatoire de plusieurs minutes entre les officiers et le jeune homme, il lui est demandé de bien vouloir retirer le fameux t-shirt pour qu'il puisse être envoyé dans un laboratoire et que des tests ADN soient effectués. Et ceci ne va vraiment pas plaire à Jeremiah, qui va catégoriquement refuser de se plier à ces tests. Mais malheureusement pour lui, il ne s'agissait pas là d'une option, mais bel et bien d'une obligation. Il aura fallu attendre presque 2 semaines après la disparition de Tanner et que Kelsey elle-même enquête et retrouve la trace de Jeremiah pour que les policiers se décident enfin à le questionner. C'est quand même assez fou. Mais après leur interrogatoire avec Jeremiah, le visage des officiers a totalement changé. Ils semblaient maintenant être convaincus que quelque chose n'allait pas du tout dans cette affaire.
Et pendant que le t-shirt est envoyé en laboratoire pour des tests, une équipe entière de police ainsi que des chiens renifleurs sont envoyés au domicile de Jeremiah pour le fouiller. J'ai aucune information sur ce que Jeremiah a partagé durant son interrogatoire, mais peu importe ce qu'il a dit, ça a suffi pour convaincre les policiers que quelque chose n'allait pas et pour décider d'envoyer une équipe entière de police à son domicile. Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que les chiens renifleurs ne repèrent quelque chose dans la cour arrière de la maison, juste à côté d'un feu foyer extérieur qui semblait avoir été utilisé quelques jours auparavant. Un trou énorme est alors creusé dans le jardin à cet endroit exact, mais hormis des os appartenant à des animaux, rien de plus ne va être découvert. Toute l'équipe de police remballe alors leurs outils et rentre chez eux. Et Jeremiah, qui se trouvait à ce moment-là en première place sur la liste des suspects dans la disparition de Tanner, va très rapidement perdre de nouveau tout intérêt aux yeux des policiers, qui vont très rapidement se désintéresser de nouveau de cette affaire. Suite à cela, Jeremiah est tout simplement éliminé de la liste des suspects. Je tiens tout de même à dire que les chiens renifleurs ne sont utilisés que lors d'une très forte suspicion de découverte de cadavres. Et juste le fait que les policiers aient durant un instant été convaincus que Jeremiah avait quelque chose à cacher et avait peut-être commis l'irréparable, tout cela pour finalement entièrement l'éliminer de la liste des suspects quelques heures plus tard, est très étrange. D'autant plus que l'intérieur de la maison de Jeremiah, là où la casquette de Tanner a été retrouvée, n'a pratiquement pas été inspecté du tout. Et entre-temps, les résultats des tests en laboratoire qui ont été effectués sur le t-shirt arrivent. Et il est clair qu'il y a certaines traces retrouvées sur le t-shirt qui, d'après les scientifiques, sont très étranges et pourraient correspondre à des traces de sang. Mais ils sont incapables de prouver cela et d'affirmer que le t-shirt est bel et bien appartenu à Tanner. Mais plutôt que de conduire d'autres tests pour s'assurer qu'effectivement ces traces étaient bien du sang et qu'il s'agissait bien là du t-shirt de Tanner, ils s'arrêtent là et décident que comme ils ne sont pas certains, ils préfèrent dire que Jeremiah est innocent et que ce t-shirt ne prouve rien. La famille de Tanner est totalement désemparée face au manque d'intérêt de la police et des médias pour cette affaire. Ils sont en quête de réponses et ils ont l'impression d'être les seules personnes à vouloir que justice soit faite. Ils continuent donc les recherches de leur côté, espérant que quelqu'un ne finisse par parler et par leur révéler quelque chose qui fera finalement avancer l'affaire. Mais il va leur falloir attendre le 4 décembre, soit pratiquement 6 mois après la disparition de Tanner, pour avoir des nouvelles du jeune homme. Ce matin-là, 2 adolescents en panique contactent les services de secours, affirmant être tombés sur quelque chose ressemblant à un corps humain. Il est à ce moment-là environ 7h30 du matin dans la petite ville de Trenton. 2 garçons marchaient en direction de leur école et sont passés au travers d'une zone boisée, longeant la route principale, lorsqu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange qui se balançait à une branche d'un arbre. Ils se sont approchés et ont réalisé avec horreur qu'il s'agissait là d'un corps humain qui avait été pendu à l'aide d'une corde qui se trouvait toujours autour du cou, et que le vent hivernal faisait se balancer de droite à gauche. Et sachez que cette découverte macabre a été faite à seulement quelques mètres de chez la famille Ward, qui à ce moment-là était toujours désespérément en train de chercher Tanner. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils découvrent avec effroi qu'il y a effectivement de très fortes chances pour qu'il s'agisse là de Tanner Ward, mais qu'en plus de cela, le corps est dans un état absolument terrible. L'état de décomposition du corps est déjà à un niveau très avancé, ce qui veut dire que la personne a perdu la vie depuis déjà plusieurs mois. Ils réalisent immédiatement qu'il s'agit là d'un homme, mais ils sont incapables d'identifier son visage correctement, car à certains endroits, seuls les os sont visibles, car la chair a déjà été en grande partie décomposée. Les mains du cadavre sont pratiquement entièrement momifiées, tandis que ses pieds sont eux manquants. Il est cependant impossible de dire si ses pieds ont été nettement coupés ou s'il s'agit tout simplement là de décomposition. D'après les policiers, le fait que les pieds étaient manquants serait une preuve de plus de l'état de décomposition avancé du corps, mais ils ne peuvent malheureusement pas l'assurer. Il est tout à fait possible que les pieds aient été nettement coupés avant ou après la mort, mais à nouveau, le corps était déjà dans un tel état de décomposition qu'il est impossible pour eux de le savoir. Les parents de Tanner sont immédiatement appelés sur la scène pour pouvoir l'identifier. Et même s'ils ne peuvent pas assurer à 100% qu'il s'agisse de Tanner, les vêtements retrouvés en bas de l'arbre laissent bien à penser que le corps appartenait à leur fils. Car quelques mètres plus bas, au niveau du sol, sont découverts une paire de jeans noirs, une chaussette ainsi qu'une paire de chaussures Vans, soit les habits exacts que portait Tanner le soir de sa disparition. Mais aucun t-shirt ne va être découvert. Je vous rappelle que Jeremiah portait le même t-shirt que Tanner quelques jours après sa disparition. Donc est-ce possible qu'il s'agissait effectivement là du t-shirt de Tanner et que Jeremiah ait été impliqué dans sa disparition depuis le début? Eh bien malheureusement il ne va jamais être possible de le prouver.
Car même s'il est inscrit dans le rapport de police que le t-shirt était manquant, il y a plein d'autres témoignages et d'autres rapports qui attestent que le t-shirt gris American Eagle était bel et bien présent lui aussi à côté du corps. Donc il est à ce jour impossible de déterminer si Jeremiah portait bel et bien le t-shirt de Tanner ou non, et si un t-shirt gris American Eagle se trouvait bien sur la scène de crime ou non. Et c'est ce que je trouve vraiment le plus frustrant dans cette affaire, c'est que même les informations officielles des policiers ne sont pas exactes. Un corps a été retrouvé et personne n'a été capable de noter exactement ce qui a été découvert sur la scène de crime et de récupérer correctement les indices. Et quelques heures seulement après la découverte du corps, le rapport d'autopsie est clair. Il s'agit bel et bien là effectivement de Tanner Ward, et sa mort a été faite par pendaison, ce qui veut dire qu'il se serait lui-même ôté la vie. Mais il y a tellement d'inconsistances dans cette affaire. Premièrement, absolument tous les proches de Tanner, sans exception, affirment qu'il est totalement impossible que ce soit réellement ce qui se soit passé. Tanner était le plus heureux du monde depuis la naissance de sa fille et n'a jamais montré le moindre signe de dépression ou de troubles mentaux qui auraient pu le pousser à commettre un acte tel que celui-ci. Après, bien sûr, certaines personnes souffrent terriblement de dépression, mais sont capables de masquer leurs symptômes au point que leurs proches n'y voient que du feu. Donc il n'est pas impossible que ce soit effectivement ce qu'il s'est passé, mais là pour le coup cette affaire a tellement d'éléments étranges que c'est difficile à croire. Déjà, le fait que la casquette de Tanner ait été retrouvée chez Jeremiah élève pas mal de soupçons. Mais en plus de cela, si on pense au fait que le corps de Tanner a été retrouvé plus de 6 mois après sa disparition, et ce pendu à un arbre au milieu d'une ville qui, je vous le rappelle, est particulièrement petite, c'est quand même très bizarre. Bien que le chemin que les adolescents ont emprunté ce jour-là n'était pas le plus fréquenté, il l'était tout de même. Et je pense qu'en 6 mois de va-et-vient, quelqu'un aurait probablement remarqué qu'un corps était accroché à un arbre. D'autant plus après les très nombreuses fouilles organisées par la famille de Tanner au travers de toute la ville. Et les membres de sa famille vont d'ailleurs déclarer être passés à côté de cet arbre à de très nombreuses reprises, tout au long de l'été lorsqu'ils recherchaient Tanner. Donc clairement, s'il avait été là tout ce temps, je pense qu'il l'aurait vu. Surtout que je vous le rappelle, le corps a été découvert à seulement quelques mètres de chez la famille Ward. C'est absolument incroyable d'imaginer qu'il ait été là tout ce temps sans que personne ne l'ait remarqué. Admettons que personne n'ait jamais levé le regard lorsqu'il passait à cet endroit-là, ou encore que le corps ait été placé dans un angle le rendant très difficile à voir. Je pense que l'odeur aurait attiré les soupçons. Un corps en décomposition qui reste là pendant 6 mois, ça sent très fort même. Surtout que Tanner a disparu au mois de juin, donc au tout début de l'été. Et je suis allée voir en ligne un petit peu pour avoir une idée de quoi les températures ont l'air dans cette région. Et entre les mois de juin et de août, les températures sont régulièrement entre 25 et 35 degrés. Donc autant dire qu'un corps en décomposition à l'air pur, sous 30 degrés pendant 2 mois, ça sent quand même très fort. La théorie de beaucoup de personnes est donc que le corps aurait été placé là peu de temps avant sa découverte. Et si on parle de ces mains qui ont été retrouvées momifiées, il est très étrange que ce phénomène naturel ait eu lieu dans une ville comme Trenton, Missouri. D'après plusieurs articles que j'ai lus, car je ne suis clairement pas une spécialiste de la momification naturelle a lieu lors de climats extrêmes comme le froid extrême, une sécheresse extrême ou encore l'acidité ou la salinité du sol si le corps se trouve être sous terre. Or, aucun de ces cas de figure n'a eu lieu dans notre affaire. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais ça fait quand même beaucoup de questions restées sans réponse. Et lorsque les policiers sont questionnés face à cela, ils ont tout un tas de réponses toutes prêtes. Ils affirment que le vent a peut-être soufflé tellement fort qu'il en a éliminé toutes les odeurs de décomposition, que les feuillages de l'arbre durant l'été ont peut-être masqué la visibilité du corps, ou encore que la momification des mains de Tanner a eu lieu lors de l'arrivée de l'hiver. Beaucoup de peut-être, mais très peu de réponses claires. Et les habitants de Trenton y sont tous allés de leur propre théorie, car absolument personne n'est prêt à croire à la thèse de la pendaison. Mais ce sur quoi absolument tout le monde est d'accord est le fait qu'il est impossible que le corps de Tanner se soit trouvé dans cet arbre durant 6 mois sans que personne n'ait remarqué quoi que ce soit. Certaines personnes affirment qu'il aurait été retenu en otage durant plusieurs mois avant de n'être assassiné et placé dans l'arbre en question, la corde autour du cou dans le but de faire passer sa mort pour un suicide.
D'autres personnes affirment qu'il a été assassiné le jour de sa disparition, mais que son corps a été conservé très longtemps dans un endroit frais tel une chambre froide ou encore un congélateur, ce qui aurait causé la momification de ses extrémités avant de n'être déplacé là où il a été découvert le 4 décembre. La famille de Tanner va demander à ce qu'une seconde autopsie ait lieu, mais cette fois-ci qu'elle soit effectuée par un médecin extérieur à la ville. Et malheureusement, cette deuxième autopsie va être extrêmement similaire à la première. Le médecin affirme qu'il s'agit bel et bien là d'une mort auto-infligée. Mais ce qui reste très étrange se trouve être la hauteur à laquelle le corps a été découvert, car il se trouvait à plus de 7 mètres de haut. Ce qui voudrait dire que Tanner aurait lui-même grimpé en haut de cet arbre tout en tenant une corde, et une fois en haut aurait été capable d'attacher la corde à l'arbre, de faire un nœud autour de son cou, et le tout aisément sans tomber. Surtout que lorsque le corps a été retrouvé, le cou de Tanner n'était pas brisé. D'après les rapports du médecin légiste, il était mort de suffocation. Or, s'il s'était réellement laissé tomber de 7 mètres de haut, son cou se serait immédiatement brisé sous le choc. Mais d'un autre côté, aucune preuve n'a été découverte indiquant que quelqu'un ait placé son corps là. Car si on y pense, imaginez un petit peu la force qu'il faudrait à quelqu'un pour monter tout en haut de cet arbre tout en soulevant un corps humain. C'est pratiquement inimaginable. Mais même s'il a été déclaré innocent par la police, de très nombreuses personnes restent encore à ce jour persuadées que Jeremiah a quelque chose à voir dans la mort de Tanner. Et d'ailleurs, une rumeur a commencé à s'élever dans les rues de la ville de Trenton, quelques semaines seulement après la découverte du corps. Et cette rumeur dirait que Jeremiah se trouvait être l'une des 3 personnes que Tanner a pris en otage durant l'année 2016. Vous vous souvenez de cette affaire au début de l'histoire, quand Tanner consommait encore beaucoup de drogue et s'est retrouvé, pour une histoire d'argent, à prendre 3 personnes en otage? Eh bien, il paraîtrait, et je dis bien il paraîtrait, que Jeremiah se trouvait être l'une de ces 3 personnes, et que le meurtre de Tanner ne serait qu'une vengeance de sa part. Et voilà où on en est encore aujourd'hui. On n'a pas plus d'informations sur cette affaire, mais les proches de Tanner restent encore persuadés à ce jour que quelqu'un est responsable de la mort du jeune homme et continuent d'espérer que plus d'informations vont faire surface pour pouvoir rétablir la vérité. Cette affaire est un mystère total et je pense qu'on n'a pas encore découvert toutes les informations dessus. Tanner Ward a en tout cas laissé un immense vide, aussi bien au sein de sa famille que dans sa communauté, et tout le monde se souvient de lui comme étant un garçon souriant, drôle et extrêmement attachant. Et voilà qui conclut notre affaire du jour dédiée à Tanner Ward, qui est une affaire extrêmement triste et vraiment très intéressante je trouve. J'ai hâte d'avoir vos retours dessus et de savoir un petit peu quelles sont vos théories, car même si sa mort a été déclarée comme étant un suicide, je trouve qu'il y a trop d'éléments étranges qui entourent cette affaire et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et j'espère vraiment qu'un jour justement on aura un petit peu plus d'informations dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!